Le régime militaire du pays d'Afrique de l'Ouest a renforcé son emprise sur les entreprises étrangères qui exploitent l'or. L'or du Mali a jadis fait s'effondrer des économies, couronné l'homme le plus riche de l'histoire et fait plier des empires. Aujourd'hui, ce même or est sous clé et la clé n'est plus dans la main d'un roi, elle est tenue par un soldat. Pourquoi le colonel Assimi Goïta garde-t-il soudain l'héritage de Mansa Moussa comme s'il s'agissait d'une arme? Découvrons-le. Quand Mansa Moussa revint de la Mecque en 1325, le Mali n'était pas seulement un empire, c'était une déclaration. La preuve qu'un royaume africain pouvait attirer l'attention, la richesse et le respect du monde sans demander la permission. Mais la suite ne fut pas un âge d'or. Ce fut une lente et méthodique disparition. Après la mort de Moussa, le Mali ne s'effondra pas du jour au lendemain. On l'éroda, trahison après trahison, d'abord les luttes internes, puis les incursions étrangères, ensuite les routes atlantiques détournèrent la richesse du Sahara. Mais c'est pas seulement l'or qui disparut, c'est la conscience de la propriété. Le souvenir qu'ici battait autrefois le cœur de l'économie mondiale. Au XIXe siècle, quand les bottes coloniales françaises foulèrent le sol malien, elles ne découvraient pas l'or, elles redessinaient des cartes tracées des siècles plus tôt par des rois qu'elles enviaient. Les colonisateurs ne prirent pas seulement les ressources du Mali, ils prirent le contrôle de son récit. Dans les manuels scolaires, Moussa devint une note de bas de page. Dans les contrats, les Maliens devinrent main-d'œuvre. Sur les cartes, l'empire se réduisit à un trait brisé sur le papier d'autrui, l'extraction de l'or n'était plus confiée aux marchands, mais à des sociétés militarisées, les villages proches des mines furent transformés en zones de sécurité. Les profits filaient vers Paris, tandis que la pollution restait dans les fleuves de Bamako. Ce n'était pas un simple vol, c'était un pillage raffiné, légitimé par le droit international et aseptisé sous le discours du développement. Et le pire, c'est qu'on fit oublier aux Maliens que cet or était le leur. On leur dit que l'extraction était trop technique, que le raffinage exigeait une technologie étrangère et que la vente passait par des banques occidentales. Alors le Mali creusait pendant que d'autres comptaient. Au XXIe siècle, plus de 80% des mines d'or maliennes appartenaient à des firmes étrangères, sous contrat de plusieurs décennies signées dans la pression, la corruption ou le désespoir. La richesse souterraine, jadis destinée à bâtir les bibliothèques de Tombouctou, remplissait désormais les coffres de Toronto, Sydney et Paris. Mais quelque chose n'a jamais cessé de luire, cette lueur n'était pas qu'un minerai, c'était une mémoire. La mémoire d'un temps où les Maliens n'avaient besoin de la permission de personne pour être puissants, et c'est cette mémoire que l'ascension de Goïta a réveillée, non par nostalgie, mais par action. Dès que le gouvernement de transition malien a contesté ses contrats miniers, l'Occident ne s'est pas seulement inquiété de l'économie, il a paniqué face à la perte de contrôle. Car l'or n'est pas seulement précieux, il est symbolique. Qui le possède aussi l'histoire. Alors, pourquoi un chef militaire traite-t-il ces mines comme une zone de guerre? Parce que c'en est une. Pour le monde, l'or n'est qu'une marchandise. Pour le Mali, c'est une ligne de front silencieuse. Chaque once porte un drapeau, étranger ou souverain. Le colonel Assimi Goïta ne garde pas simplement de l'or, il défend le droit du Mali à se définir lui-même. Cela rend les mines plus volatiles que les vents du Sahel. Goïta a compris ce que l'Occident avait sous-estimé, l'or est politique. Il finance les gouvernements, renforce les monnaies, achète le silence. Pendant des décennies, l'or malien a été utilisé contre le Mali, au service d'économies étrangères, tandis que le pays restait cantonné au statut de « en développement ». Chaque tonne partie sans réinvestissement était une plaie économique. Chaque redevance plafonnait à 6%, une moquerie de la souveraineté. Lorsque Goïta a pris le pouvoir en 2021, beaucoup, en Occident, l'ont catalogué comme un militaire assoiffé d'autorité. Erreur. Pendant qu'ils observaient ses manœuvres, ils ont raté son plan économique. Son véritable champ de bataille n'était pas seulement politique, il était financier, et l'or en était le centre. En quelques mois, le gouvernement Goïta a lancé un audit des contrats miniers signés auparavant. Beaucoup furent conclus à l'époque des dettes FMI ou sous pression diplomatique étrangère. Certains manquaient de transparence, d'autres passaient par des sociétés écrans liées à d'anciens officiels français. Au lieu de courir après l'aide, Goïta s'est tourné vers l'intérieur.
Sa législation exige désormais une majorité malienne dans les futurs projets, impose le raffinage sur place, sous peine de retrait de licence, et finance des études géologiques locales pour remettre en cause les données justifiant les profits étrangers. Le message, le Mali n'est plus un coffre ouvert, mais un gardien souverain de sa richesse, conscient de son histoire. Goïta n'est pas seul, il a renforcé ses liens avec les voisins sahéliens, Niger, Burkina Faso, dirigeants tout aussi lassés du modèle extractif. Ensemble, ils évoquent un bloc régional de ressources, utilisant or, uranium et terres rares, non comme exportation, mais comme monnaie de négociation. Ces gestes ont glacé les investisseurs globaux. Les diplomates occidentaux ont lancé des avertissements. Les agences de notation ont menacé de dégrader le pays. Les think tanks ont crié au nationalisme économique. Mais sur le sol malien, quelque chose grandissait, la confiance. Des villages voyaient arriver des infrastructures. Les ouvriers recevaient des formations. La télé nationale montrait l'or fondre, non pas au Canada, mais à Bamako. Pour Goïta, il s'agit de renverser une dépendance fabriquée, car un Mali sans contrôle sur son or peut-il se dire libre? Avec les intérêts étrangers ébranlés et l'élan régional, une nouvelle question se pose. Pourquoi la France, l'ancien colon, tient-elle tant à garder ses bottes près des mines maliennes? Parce que, pour Paris, le Mali n'est pas une ancienne colonie. C'est une artère économique. Une artère qui pulse l'or, l'influence, l'accès, droit dans le cœur d'un pouvoir européen vacillant. Derrière le vernis diplomatique, l'implication française a toujours eu un motif caché. Alors que les gros titres parlaient de contre-insurrection, les bottes encerclaient souvent des zones riches en ressources. Les cartes disent sécurité, le terrain dit extraction. Ces dernières années, alors que la croissance française stagnait et que son influence en Afrique de l'Ouest se lézardait, sa dépendance aux matières premières africaines, surtout l'or, s'est accentuée. Le Mali exportait plus de 70 tonnes d'or par an, très peu raffiné ou taxé localement. L'or s'envolait vers les raffineries suisses, sous contrat contrôlé par la France, souvent sous-évalués. Ces contrats ne visaient pas seulement le profit, ils assuraient la stabilité monétaire française via le système du franc CFA, qui accroche encore 14 pays à l'euro. Si ce flux se rompt, c'est toute l'architecture monétaire postcoloniale qui tremble. Ainsi, quand Goïta a exigé plus de contrôle, Paris a perdu plus qu'un client. Il risquait de perdre un pilier de sa stature globale, d'où la réaction. Pression discrète, indignation publique, puis guerre de propagande. Les médias français ont peint Goïta en autocrate instable, tandis que le soutien régional grandissait. Paris a tenté de mobiliser la CEDEAO, l'UE, l'ONU, mais chaque action trahissait la même panique. Paris n'était plus aux commandes. Goïta a expulsé l'ambassadeur français, coupé les ondes de France 24 et RFI. Pour la première fois depuis des décennies, la machine politique française était aveugle dans l'un de ses anciens bastions africains. Goïta s'est alors tourné vers de nouveaux alliés hors du giron colonial, redessinant les partenariats sécuritaires. Pour l'Occident, c'était un virage autoritaire. Pour les Maliens, c'était l'indépendance. La question s'élargit. L'or du Mali déclenche-t-il une rébellion africaine qui dépasse les frontières? Oui, et les secousses ébranlent l'ordre ancien, le combat du Mali n'est plus isolé. Il a réveillé la région, Burkina Faso et Niger ont suivi, formant avec le Mali l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce bloc n'est pas qu'une entente militaire, c'est une défense des ressources. Or, uranium, lithium, ensemble ils détiennent des matériaux clés pour l'énergie et la tech, et ils commencent à dire non. Non au contrat léonin, non aux bases étrangères, non à la dépendance. Cette dynamique horrifie les puissances occidentales, dont la transition énergétique accélère la ruée vers les minerais africains. Si d'autres pays adoptent la méthode malienne, ce n'est pas seulement le marché de l'or qui change, c'est tout le levier économique du Nord. Déjà, la Guinée renégocie ses contrats. Le Tchad a repris ses oléoducs. Même le Sénégal exige une plus grande part de son gaz offshore. Partout, le message est clair. L'Afrique en a assez d'exporter la pauvreté.
Mais les empires n'accueillent jamais les rébellions. Ils sortent une arme nouvelle, la guerre médiatique, la pression financière, l'instabilité orchestrée. Le danger pour Goïta n'est plus l'invasion directe, mais la machinerie invisible des représailles occidentales, sabotage monétaire via le franc CFA, ONG instrumentalisée pour le renseignement, agitation sociale amplifiée par des bots, isolement diplomatique sous prétexte humanitaire. Goïta riposte, projet de monnaie régionale hors contrôle français, accords commerciaux avec la Chine, la Turquie, la Russie, appel à la diaspora africaine pour rapatrier compétences et capitaux. C'est plus qu'une survie, c'est une contre-offensive. Le précédent est glaçant. Le dernier chef africain à vouloir créer une monnaie adossée à l'or s'appelait Kadhafi. On connaît la suite. La question n'est plus seulement qui contrôle l'or, mais qui survit à la tempête. Pour gagner, le Mali construit silencieusement une nouvelle architecture, usine de raffinage nationale, unité d'intelligence géologique et financière, programmes universitaires de métallurgie, fonds souverains gagés sur l'or pour remplacer les réserves en dollars ou euros. Chaque lingot fondu sur place répète « Nous sommes capables, mais bâtir un système est plus long que briser l'ancien. Le danger suprême, la corruption interne, les élites cooptées par l'argent étranger. » Si Goïta tient bon, il offrira au continent un plan vivant de conversion de la résistance en reconstruction. Et pour le monde qui régnait sur la richesse africaine, les règles se réécrivent et les anciens gardiens paniquent. Si le Mali prouve qu'un État africain riche en ressources peut se passer de l'aide occidentale, d'autres suivront. Cela ferait s'écrouler les leviers de dette, d'influence militaire, de contrôle monétaire. Pire encore pour le récit occidental, la pauvreté africaine apparaîtra non pas comme une fatalité, mais comme une construction. Déjà, la Banque mondiale revoit ses évaluations de risque. Les lobbies miniers exigent sanctions et retrait d'investissement. Mais l'Occident a un dilemme. Agir ouvertement, c'est s'exposer. Saboter en coulisses est plus ardu, car le Mali regarde vers l'Est et le Sud. Un scénario que Paris et Washington n'avaient pas envisagé, l'irrélevance. Pour un système bâti sur la gestion du chaos africain, une Afrique qui se gère elle-même est une révolution. Alors, si l'Afrique n'a plus besoin de l'Occident, que deviendra l'Occident? Peut-il redevenir pertinent? Dites-nous en commentaire. Peut-on encore étouffer l'Afrique? Vous voulez plus de vidéos comme celle-ci? Abonnez-vous et activez la cloche. Nous allons continuer à explorer ce dont personne ne parle, la culture noire, son histoire, sa civilisation, et les preuves de sa grandeur. Merci d'avoir regardé, et retrouvons-nous directement dans la prochaine vidéo. À tous de suite.